Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré à la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière 2021. Pour répondre aux 3 questions sur le sujet retenues par la rédaction cette semaine, je serai en compagnie de notre experte Françoise Soulet, rédactrice en chef adjointe de la rédaction fiscale. Bonjour Françoise. Bonjour Marianne. Alors Françoise, je vous livre la première question posée par Armand, commissaire aux comptes. La voici. Le président, salarié et détenteur de 100% du capital d'une SASU dont l'objet social est exclusivement la gestion d'un patrimoine immobilier inscrit à son actif, est-il soumis à l'IFI sur les biens détenus par la dite SASU ? Alors rappelons tout d'abord Marianne que sont soumis à l'IFI les biens et droits immobiliers qui sont détenus directement ou indirectement par les membres du foyer fiscal IFI. Certains biens vont bénéficier d'une mesure d'exclusion, donc vont échapper à l'IFI, et d'autres de mesures d'exonération. Dans le cadre d'une SASU qui a une activité de gestion de patrimoine immobilier, celle-ci ne va pas pouvoir bénéficier de mesures d'exclusion. Et ce, quelle que soit son activité, qu'elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Toutes les activités de gestion de patrimoine immobilier sont en effet visées, y compris celles qui sont listées aux articles 34 et 35 du CGI. Il en est ainsi des locations, de locaux nus, de locaux meublés à usage d'habitation et puis d'établissements industriels ou commerciaux. Toutefois, une exonération sera possible dans le cadre de l'exonération au titre des actifs professionnels. Si la SASU a pour activité celle de loueur en meublé, l'exonération est possible. En effet, cette activité de loueur en meublé est considérée comme une activité commerciale pour l'application de cette exonération. D'accord. Donc les titres de notre dirigeant de la SASU seraient exonérés pour leur valeur totale si sont inscrits à l'actif les seuls immeubles qui sont loués meublés. Si ce n'est pas le cas, s'il y a d'autres actifs inscrits, l'exonération se fera à proportion de la valeur des immeubles loués par rapport à la valeur de l'ensemble des actifs qui sont inscrits évidemment à l'actif de la société. Pour l'application de cette exonération, il faudra toutefois que l'ensemble des conditions qui sont exigées par le texte article 975 du CGI soient évidemment remplies. En dehors de cette hypothèse, les titres qui sont représentatifs de la valeur des immeubles entrent dans l'assiette de l'IFI. Très bien, merci Françoise. La deuxième question nous a été posée par Émilie, qui n'a pas précisé sa profession. Émilie souhaite savoir pour quelle valeur le loueur en meublé non professionnel doit-il déclarer les immeubles ? Alors, l'activité de loueur en meublé non professionnel est une activité imposable à l'IFI. Donc, les immeubles qui sont loués dans ce cadre doivent être déclarés à l'actif de l'IFI. La question est de savoir pour quelle valeur. Le principe à l'IFI, c'est que les biens sont évalués pour leur valeur au 1er janvier de l'année d'imposition. Il convient toutefois de tenir compte évidemment de l'état d'occupation de ces biens. C'est pourquoi que l'administration fiscale accepte l'application d'une décote pour état d'occupation, donc pour location. Cette décote peut varier entre 10 à 20%. Il existe une décote supplémentaire pour les loyers qui sont soumis à une réglementation particulière, loi de 48, ce qui ne doit pas être le cas au cas présent. Il faut préciser effectivement que l'administration fiscale refuse toute décote supplémentaire pour toutes les contraintes qui sont liées à des régimes d'investissement locatif tels que le régime Censi-Bouvard qui s'applique aux loueurs en meublé non professionnels ou les régimes Robien, Borloo, Cellier pour ne citer que cela. Je tiens à préciser toutefois qu'il y a une décision de la Cour de cassation qui permet une double décote successive, à la fois pour location, mais également lorsque le bien est détenu en indivision. Ce qui porterait dans cette hypothèse l'abattement à hauteur de 36% de la valeur vénale du bien. Merci Françoise pour cette précision. On s'intéresse pour terminer à la situation de Ambroise. Ambroise, expert comptable, a souscrit un emprunt pour l'acquisition de sa résidence principale en 2020 et pour la réalisation de travaux sur ce même bien. Il s'interroge sur la possibilité de déduire la totalité de ses dépenses de son actif brut déclaré à l'IFI. Oui, alors la résidence principale, on le rappelle, est donc imposable à l'IFI, mais après un abattement, une décote de 30%. Donc cette décote ne peut pas être supérieure à 30%, précisons-le. Les dettes qui sont déductibles de l'IFI, ce sont les dettes qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition toujours, donc qui sont à la charge du redevable et effectivement supportées par lui. Dans le cas présent
Les dettes qui sont évoquées par Ambroise sont déductibles de son actif brut, donc déclaré à l'IFI. Toutefois, il faut rappeler une règle particulière qui est appliquée dans le cadre de la résidence principale. Le montant des dettes qui sont afférentes à la résidence principale ne doit pas excéder la valeur imposable de ce bien. Donc je vous disais tout à l'heure, on va peut-être prendre un exemple. Je vous disais tout à l'heure, il y a un abattement de 30% sur la résidence principale. Imaginons, valeur 100 000 €. Elle va donc être déclarée après une décote de 30% pour un montant de 70 000 €. Le montant des dettes, donc que ce soit pour acquisition ou travaux ou taxes foncières, le montant global des dettes ne doit pas excéder cette valeur imposable, donc dans l'exemple, la valeur de 70 000 €. Très bien, d'accord. Merci Françoise. Merci Marianne. Pour ce décryptage et puis à très bientôt. À bientôt. Pour plus de précision sur ces mesures ou si vous avez d'autres questions sur l'IFI, n'hésitez pas à vous procurer la dernière édition de l'ouvrage éponyme chez Revue Fiduciaire. Actualisé chaque année et enrichi en 2021 d'infographies qui offrent une approche schématique des nombreuses règles particulières d'imposition des biens et droits immobiliers à l'IFI, il est d'ores et déjà en prévente sur notre boutique en ligne et il sera disponible en librairie à partir du 27 mai. C'est la fin de ce 3 questions sur rendez-vous dès la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Bien sûr, très belle journée.